ont titré il y a un instant, Poutine parle de paix, mais frappe en même temps, référence à cette attaque record cette nuit de drones et de missiles. Est-on trop naïf, nous, Européens, mais je parle aussi des Américains, en pensant que Vladimir Poutine veut vraiment négocier? Et est-ce qu'on le pense vraiment, ou est-ce qu'on est conscient que tout ceci n'est, et je vais reprendre l'expression de Nicolas Tenzer, n'est qu'un jeu de dupes, n'est qu'une mascarade? Quel est votre regard? Je crois, avec tout le respect que l'on doit au président de la première puissance mondiale, que le plus naïf, c'est quand même Donald Trump. Parce que voyez-vous, il faut dire les choses à un moment. C'est ça que nous payons aujourd'hui. C'est ça que paye l'Ukraine. C'est ça que payent les civils qui se font bombarder, comme la nuit dernière, avec 614 drones et missiles envoyés où? Pas sur les lignes de front, dans les villes ukrainiennes. C'est ça ce que nous payons. Et pourquoi dis-je ceci? Parce que, avant le 20 janvier, les États-Unis avaient une position ferme et non naïve avec la Russie. Il faut le reconnaître. Depuis le 20 janvier, on a lâché la pression. J'allais presque dire, si vous pardonnez l'expression, on a ouvert les vannes. On a réhabilité Vladimir Poutine dans un contexte qui sera historique. Je parle de celui de la réhabilitation de Vladimir Poutine à Anchorage, il y a maintenant une semaine. Et tout ça a provoqué quoi? Non pas la paix en 24 heures, mais une accélération des combats. Et pour celui qui dit qu'il est un homme de paix, je ne doute pas qu'il le soit. Je pense qu'il le souhaite volontairement et sincèrement. Eh bien pour celui-ci, s'il regarde maintenant 6 mois en arrière, combien de victimes, madame? Combien de victimes qui auraient pu être évitées si jamais on avait eu la posture qu'il faut avoir avec Vladimir Poutine? Parce qu'on le sait. Quand vous dites on, vous parlez uniquement des Américains, vous parlez également des Européens. Est-ce que nous aussi, Européens, on est naïfs en participant à ce jeu des discussions? On a essayé, peut-être un peu trop, me semble-t-il, c'est mon avis personnel, de tout faire pour essayer d'accrocher, de raccrocher les États-Unis. D'arrondir les angles avec Donald Trump. Raccrocher les États-Unis de là où ils n'auraient jamais dû se défaire. On a essayé de le faire, avec le succès que l'on voit désormais, hélas, aujourd'hui. Alors tirons-en les conclusions. Les conclusions, c'est que cette rencontre, puisque désormais on ne discute même plus de cesser le feu, cette rencontre présentée comme une victoire, il en fallait une sans doute, à l'occasion de ce sommet improvisé à Washington, car il n'y a pas d'autre mot. Cette victoire arrachée à 1h du matin, si on a bien compris, après 40 minutes de discussion nocturne, peut-être alors qu'on a réveillé nuitamment son interlocuteur, je parle de Vladimir Poutine, puisque nous avons compris que après 45 minutes de discussion avec nos 9 Européens qui avaient traversé l'Atlantique, on les laisse là, on va discuter pendant 40 minutes avec Vladimir Poutine, et on revient en nous disant eh bien, il est peut-être d'accord pour rencontrer Volodymyr Zelensky, et c'était la grande avancée. Mais madame... La grande avancée, pardonnez-moi Thierry Breton, c'était aussi pour la première fois la confirmation par les États-Unis de l'implication des Américains dans la sécurité de l'Ukraine en cas d'accord de paix. Oui. Il y a eu une ouverture à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu une avancée? Alors c'est très important ce que vous venez de dire, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire. En cas d'accord de paix. Voilà, vous avez tout dit. Eh bien, voyez-vous, nous n'y sommes pas. Et il faut tout faire pour précisément y aller. Et vous croyez, je ne vous mets pas en cause vous-même, vous le comprendrez, c'est un vous collectif. J'avais compris. C'est un vous collectif. Vous croyez, nous croyons que, alors qu'on se dit, bah écoutez, quand il y aura un accord de paix, c'est-à-dire, je le dis dans nos téléspectateurs, ce qu'il y a de plus compliqué à faire, dans combien de mois? Parce que les accords de paix, ça ne se fait pas en 24 heures sur un coin de table. Quand il y aura un accord de paix, alors voici la garantie de sécurité qu'il y aura. Et que dit M. Lavrov ce matin, ou plutôt cet après-midi à Moscou? M. Lavrov qui est le ministre des Affaires étrangères russe. M. Lavrov nous dit très clairement, ah ben attendez, si jamais vous commencez à parler de garantie de sécurité qui fera en sorte qu'on a des troupes de pays de l'OTAN, parce que les États-Unis
Alors, ils n'ont vraiment pas de troupes. Mais nous, les Français, peut-être les Anglais, on en fait partie. Vous pensez bien que je romps tout et qu'il n'y aura même pas de discussion entre nous deux. C'est la fameuse force de réassurance, effectivement, qui est évoquée par les Européens. Et donc, nous y voilà la quadrature du cercle. Et j'aimerais bien, justement, on va l'écouter, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, sur cette fameuse force de réassurance. Écoutez. Comme le montrent pour le moment les discussions entre l'Occident et l'Ukraine, tous ces plans portent essentiellement sur des garanties pour une intervention militaire étrangère sur une partie du territoire ukrainien. Et j'espère vraiment que ceux qui envisagent de tels plans, qu'ils essaient simplement d'attirer l'attention ou non, comprennent quelles en seront les conséquences. Cela serait totalement inacceptable pour la Fédération de Russie et pour toutes les forces politiques rationnelles en Europe. De réassurance. C'est un des éléments clés des discussions qui ont lieu en ce moment autour des garanties de sécurité. Effectivement, vous l'avez dit, pas question pour les États-Unis d'envoyer des troupes. En revanche, les Français, les Britanniques notamment, se sont engagés à participer à cette force de réassurance avec l'envoi de plusieurs milliers de soldats en second plan, en second rideau d'une certaine façon, en cas d'accord de paix. Quand on entend Sergueï Lavrov qui dit « il est hors de question pour nous, Russes, d'accepter de telles troupes étrangères sur le sol ukrainien, donc d'accepter ces garanties de sécurité », tout est dit, mais alors ces discussions aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vaines, les discussions qu'on a en ce moment ? Mais vous venez de prononcer le mot. Sergueï Lavrov est sans doute l'un des diplomates sur la planète qui est le plus roué. C'est l'un des plus anciens dans ce poste. C'est un peu le Talleyrand russe. Il a tout vu, il a tout fait. Il a été formé à l'école soviétique. Il parle le Poutine par cœur. Il parle l'Union soviétique par cœur. C'est la grande diplomatie soviétique rematinée désormais à l'ère de la Russie. Sergueï Lavrov, il faut l'écouter. Il vient de nous dire quoi ? Il vient de nous dire tout simplement, si vous continuez à parler de forces de garantie, de sécurité, de second niveau, dans lesquelles vous enverriez, alors il faut dire aussi de quoi on parle. Nous, on parle de 2 brigades, peut-être 3. L'ensemble des forces armées ukrainiennes, c'est 85 brigades. Ouais. Non mais il faut aussi nuancer les choses. Hein. Bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins qu'il brandit ça comme un chiffon rouge. Il dit, arrêtez de parler de ça, parce que tant que vous parlerez de ça, si jamais vous mettez ça en œuvre, ça veut dire que pour nous, notre propre sécurité est mise en cause, donc il n'y aura pas de discussion. Donc oui, je vous le dis aujourd'hui, moi j'entends, je lis, j'ai l'habitude, on est tous l'habitude. Il faut revenir encore une fois à ce que nous avons appris de la diplomatie, si je puis dire. C'est pas une diplomatie, c'est la logique des rapports de force. On est dans cette logique. Et ce qui est terrible... Est-ce qu'on est trop tendre, justement, dans cette logique de rapport de force, nous, Européens bien entendu qu'il faut qu'on commence à en tirer les conclusions. On est trop tendre, y compris avec Donald Trump. Il faut qu'on comprenne désormais que nous sommes seuls. Il faut arrêter d'essayer de dire que nous allons pouvoir essayer de convaincre par notre bénévolence les gestes de Sa Majesté. Sa Majesté, elle pense pour elle. Poutine, je parle de Trump, hein, on l'a compris. Poutine, il pense pour lui. Et nous sommes au milieu, ceux que nous mangeons, et à notre droite et à notre gauche. Donc bien sûr qu'il faut maintenant qu'on arrête, nous les Européens. Voilà, il est temps de se faire. Vraiment, c'est le réveil. Qu'on arrête. Qu'on arrête quand vous dites réveil. Très concrètement, est-ce que là, on a tort aujourd'hui d'engager ces discussions sur les garanties de sécurité ? Est-ce que c'est trop précoce ? Toutes les discussions sont importantes, évidemment. Mais il faut aussi qu'on aille au bout. Quand je dis les discussions sont importantes, par exemple, il y a des. Je pose une question très simple. Pourquoi les Allemands n'envoient pas encore leurs missiles Taurus ? Enfin, on en a parlé. Ils sont importants. Ce sont des armes importantes pour que l'Ukraine se défende contre les agressions. Alors, on avait pensé que c'était fait. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup, c'est plus fait ? Mais si je prolonge, nous avons maintenant mis en œuvre, nous les Européens, des programmes très importants de financement de notre défense. Ils sont où ? Il faut qu'on investisse ensemble. On a réussi à mobiliser, pour faire face aux conséquences de la crise du Covid, 700 milliards d'euros. Et pourquoi on ne peut pas faire pareil sur la défense en mutualisant encore une fois nos dépenses, parce que c'est complètement existentiel. Voilà, il faut vraiment qu'on prenne vraiment la connaissance, et je le dis avec ce soir, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au cours de ces dernières 24 heures qui doivent nous inciter à réfléchir collectivement. Pardon, mais
cette scène également à Washington, et je ne critique personne en le disant, je comprends la difficulté extrême d'être quelque part convoqué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en quelques heures à Washington. On y va à 6, et puis on amène également monsieur Mark Rutte. On se demande ce qu'il faisait là. Du reste, je l'aime beaucoup, il est très bien, mais qu'est-ce que le secrétaire général de l'OTAN faisait dans cet aéropage? On n'en sait rien, puisque l'OTAN n'est pas mobilisé. Enfin bon, le président du Conseil européen, qui représente précisément les chefs d'État, n'était pas là. Bon, très bien. Et pourquoi il n'était pas là, monsieur Costa? Bon, mais enfin, les autres viennent en 24 heures. Et au fond, au bout de 40 minutes, on les abandonne pour avoir une conversation avec monsieur Poutine. On les voit tous assis dans le bureau ovale. Ce sont des chefs d'État et de gouvernement qui représentent, excusez du peu, 450 millions de nos concitoyens. Oui, c'est vrai que cette scène, il est encore une scène qui a été faite aussi, parce qu'on est dans le monde de l'image. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est-à-dire, vous la qualifiez pour comment, nous cette humilier, scène? bien sûr. C'est une scène d'humiliation. Mais bien sûr que cette scène n'est pas quand même à la gloire de l'Europe. On ne peut pas dire l'inverse, malgré tout. Tout ceci pour obtenir quoi? On va peut-être éventuellement vous aider sur des forces de réassurance. Bien sûr que c'est important. Mais avant de parler de forces de réassurance, il faut évidemment les engager. Il faut évidemment voir quel format elles pourraient avoir, qui seront les volontaires. Enfin, il faut quand même qu'on mette de la pression, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir avoir ce que les Européens ont toujours dit avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il faut vraiment arriver à un cessez-le-feu. Et tant que Poutine n'aura pas de la pression des Américains pour ça, eh bien, il fera ce qui s'est passé cette nuit. Ils font des mamours. Il se fait féliciter, applaudir en Corée, et la nuit, il frappe les civils. J'aimerais revenir sur un point qui est crucial. Vous avez parlé de l'armement tout à l'heure. Vous avez dit il faut qu'on se réveille sur notre défense, il faut qu'on investisse collectivement. Pour obtenir la protection des États-Unis, Kiev est prêt à dépenser 100 milliards de dollars d'équipement militaire américain. C'est selon un document qui a été consulté par le Financial Times. On n'est pas en capacité, alors, nous, Européens, aujourd'hui, de produire ces équipements? Là aussi, c'est sympathique, parce que Kiev est prêt à annoncer qu'ils vont dépenser 100 milliards. Oui. Non, qu'ils vont demander aux Européens de payer 100 milliards. Oui, je fais la nuance, parce que juste, il faut que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Non, mais c'est ça, c'est nous qui payons, ce sont les États-Unis qui encaissent. Qu'effectivement, les Européens financent, avec l'argent des Européens, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention. 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. Et puis on découvre également hier que, en fait, les Américains vont surfacturer de 10% pour les Européens, parce que c'est le soutien à l'Ukraine, donc ils vont surfacturer. Donc en fait, on va payer plus cher que les prix, si on peut dire, sur étagère, parce que c'est précisément le soutien à l'Ukraine. Pardonnez-moi pour l'expression un peu triviale, mais on se fait complètement enfler. Ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que si vous trouvez que sur les droits de douane, ce n'est pas le terme que vous venez d'utiliser. Oui, depuis que Donald Trump est là. Mais vous savez, il est constant. Et moi, quelque part, je trouve qu'il faut le respecter et l'admirer aussi. Il joue ce jeu, et il le joue admirablement bien. On sait où il va. Et nous, on se couche, et on se recouche, et on continue à se coucher. Et on a aujourd'hui, là encore, je ne porte pas de jugement, parce que je mesure trop, j'étais dans l'action moi-même, donc je mesure la complexité de tout ça. Mais je sais aussi que c'est parce que cette complexité-là qu'il faut en permanence incarner ces rapports de force. Peut-être l'ai-je trop incarné à titre personnel, en tout cas, je l'incarnais. Et c'est très important. Quand je vois aujourd'hui le commissaire au commerce extérieur, M. Maros Sefcovic, qui dit « ça y est, nous avons notre accord, voilà, on a 15%. Et c'est un accord, c'est une alliance. » Mais c'est quoi l'alliance ? On a 15% de droits de douane. Alors attendez, on va juste préciser les choses pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas forcément suivi les derniers développements aujourd'hui. Il y avait des négociations qui étaient en cours pour obtenir des exemptions sur les vins, les spiritueux, notamment. Il y avait la France et l'Italie qui faisaient le forcing derrière, parce que évidemment il y a la filière viticole, sur les voitures, sur les produits pharmaceutiques. Et effectivement, aujourd'hui, ça a été acté qu'il n'y aurait pas d'exemption et on aura bien une taxation des droits de douane à hauteur de 15% pour les produits européens importés aux États-Unis. C'était prévisible selon vous ? Alors, pour être très clair, aujourd'hui, nous taxons les produits qui sont importés des États-Unis, nous-mêmes, l'Europe, à hauteur à peu près de 2,5 à 3%. C'est pas beaucoup. On est gentil. Pour reprendre des termes, parce que maintenant on parle de les expressions de Donald Trump, les gentils et les méchants. Et on vient de se faire imposer, parce qu'on a eu un tarif amical, non pas 20% de droits de douane qui sortaient de nulle part, mais que 15%. Moyennant quoi, il faut qu'on achète pour 750 milliards de dollars d'hydrocarbures. On ne sait pas comment on va faire, parce qu'on n'en achète pas tant, et il faut qu'on investisse 200 milliards de dollars par an supplémentaires avec l'argent des Européens pour aller financer l'économie américaine. Ça fait 600 milliards. Ça a été, vous nous faites ça et vous avez un prix cadeau d'amis à 15%. Mais, comme il veut que ce soit un bel accord, le plus bel accord, c'est comme ça qu'il le qualifie, il faut qu'en contrepartie, nous, on n'ait plus les 3% de droits de douane sur les produits qui venaient des États-Unis vers l'Europe, mais zéro.
Donc il faut que pour ça, on se réunisse et qu'on vote. Et donc il dit, les voitures, ce sera encore 27% et demi. Et quand vous aurez fait ce que je vous demande, c'est-à-dire que vous aurez fait voter pour vous, en Europe, passer de 3% à 0, que tous les produits américains, je le dis pour nos téléspectateurs, y compris les produits agricoles, maintenant c'est marché libre, vous allez en Europe, c'est 0 droit de douane, alors je baisserai les droits de douane sur les voitures de 27,5% à 15% seulement. Vous voyez comme je vous fais un prix d'amis. Voilà la logique dans laquelle nous sommes. Je vais jouer l'avocat du diable d'une certaine façon, mais c'est vrai qu'on a eu des sommes avant ces 15% stratosphériques. Il a parlé de 20, 30, 50% de droits de douane. On peut se dire finalement le pire a été évité, non ? Non, absolument pas, parce que nous sommes le premier marché du monde. Et je vous donne un exemple pour répondre à votre question. J'entends certains qui disent, et je trouve sincèrement que c'est très dangereux et peut-être à la limite de la malhonnêteté. Oui, mais regardez, on a obtenu un bon deal. En fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est pas moi qui dis ça. Mais on a obtenu un bon deal, puisqu'on n'a que 15%. Regardez les Canadiens, on nous cite ça. Ils ont 25%. Alors regardons les Canadiens. Les Canadiens, parce que c'est un très grand marché entre les États-Unis et le Canada. Ils ont un accord qu'ils ont appelé l'ASEOM. Et dans cet accord, 94% des produits qui sont exportés du Canada aux États-Unis et réciproquement des États-Unis au Canada, c'est 0 droit de douane. Donc il reste 6%. Et oui, sur ces 6%, il y a 25% de droits de douane. Ce qui fait que l'ensemble des droits de douane sur le Canada, c'est 2,1%. Mais comment vous auriez fait, vous, pour négocier ? Eh bien, il fallait, et c'était la première réaction, et je l'ai applaudi de mes deux mains, lorsque la Commission, qui, je le rappelle, est en charge de négocier pour nous, elle n'est pas en charge de demander aux uns et aux autres qu'est-ce que je dois faire. Elle doit être en avant. Il faut qu'elle assume sa responsabilité, son leadership. Et la Commission a commencé, et j'ai trouvé que c'était vraiment la bonne démarche, en disant, proposons un accord 0 pour 0, comme le Canada, parce que nous sommes aussi une très grande puissance commerciale, beaucoup plus grande que le Canada, et nous avons le premier accord commercial. Mais on n'a pas réussi à tenir ce rapport de force. Et voilà. Et pourquoi on n'a pas réussi ? Et pourquoi le Canada a réussi ? Et pourquoi le Mexique a réussi ? Parce que le Mexique a le même accord. Et pourquoi on n'a pas réussi à le tenir ? Ça s'appelle le leadership, madame. Et ça s'appelle la volonté. Et c'est ce que aujourd'hui, je suis en train de vous dire, ce soir à votre antenne. C'est ça ce que nous payons. On ne peut pas se satisfaire du fait qu'on n'ait que 15% de droits de douane. J'entends qu'on dise, regardez comme la Suisse nous l'envirait. Mais enfin, la Suisse, c'est 9,6 millions d'habitants. On est 450 millions. Et nous, alors avec nos 15%, le Canada, le modèle qu'ils ont mis, les Canadiens, le Mexique, avec les États-Unis, voilà le modèle qu'on aurait dû mettre. Et la vraie question qu'il faut qu'on se pose collectivement, non pas pour jeter la pierre sur les uns et les autres, vous m'avez bien compris, mais pour voir comment on peut avancer, pour éviter que ça se reproduise. La vraie question qu'il faut que nous nous posions, c'est comment a-t-on pu rater quelque chose d'aussi important ? Comment a-t-on pu être dans l'incapacité de peser de tout le poids que nous représentons pour bâtir un accord comme le Canada et le Mexique ont réussi à le faire avec les États-Unis. C'est ça qui, à mon avis, est dramatique et que nous allons payer, je vous le dis, très cher d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue politique. On va poursuivre cet échange, Thierry Breton, mais d'abord j'aimerais qu'on prenne la direction justement de Washington pour retrouver Antoine Lard. Bonsoir Antoine. Donald Trump n'a donc pas voulu épargner le vin français. Alors est-ce parce qu'il n'aime pas l'alcool ? Parce que visiblement il n'en boit jamais. En tout cas, il a décidé de ne pas céder sur ce point, de ne pas faire de cadeaux aux Européens. Comment il justifie sa décision, Antoine ? S'il la justifie d'ailleurs. Écoutez, il n'y a pas d'explication, pas de justification. Vous l'avez rappelé, tous les produits européens vont être taxés à hauteur de 15%. Ça vaut aussi pour le vin et l'alcool. Les Européens ont cru pendant un moment qu'ils seraient capables de négocier des exemptions pour le secteur viticole. Finalement, ça n'a pas fonctionné. L'administration Trump est restée inflexible. Et franchement, ça n'est pas vraiment une surprise. Dès la rencontre le mois dernier entre Trump et von der Leyen pour négocier les grandes lignes de ce deal commercial, il est apparu clairement que le vin et l'alcool ne figuraient pas sur la liste des choses qui pouvaient être encore discutées. Alors, est-ce que la position américaine peut évoluer sur la question du vin ? Difficile à dire. Tout à l'heure, à la Maison-Blanche, on a aperçu Peter Navarro, qui est le conseiller de Donald Trump pour les questions de commerce. La question lui a été posée. Il a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur le vin et l'alcool. De façon plus générale, on voit bien que Donald Trump n'a aucune intention de reculer sur les droits de douane, notamment parce que c'est pour lui une arme géopolitique, diplomatique, une façon de faire pression sur certains pays, sur tout un tas de sujets. Le vin, c'est un secteur très important pour la France, mais aussi pour l'Italie. Les spiritueux, c'est important également pour l'Irlande avec le whisky. Et manifestement, Donald Trump n'a pas envie de se priver d'un levier dans le cadre, ça pourrait être une monnaie d'échange dans le cadre de futures négociations. Merci beaucoup Antoine Lard. On aurait pu croire que les relations entre Donald Trump et l'Union européenne, c'était
quelque peu réchauffé ces derniers temps, justement, dans le cadre de ces discussions autour de l'Ukraine. Il n'y a pas de lien à faire. Ce sont deux sujets vraiment distincts pour Donald Trump. Donald Trump a des relations personnelles avec certains chefs d'entreprise, y compris certains qui sont des grands producteurs de vin ou de spiritueux. Et on pouvait penser que ces relations pourraient aider un petit peu. Ben non, non. Il a des relations personnelles avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Mais en revanche, il déteste, il n'aime pas nos institutions européennes. Et on peut le comprendre, parce qu'ensemble, nous sommes 1,5 fois plus importants que les États-Unis d'Amérique. Donc il fait tout pour nous diviser. Maintenant, il faut bien aussi toujours essayer de se comprendre. C'est difficile, mais au fond, vous savez, je l'ai pratiqué un petit peu, même notamment contre son premier mandat, et puis par ailleurs dans d'autres circonstances. Il dit ce qu'il veut faire, Donald Trump. Il ne faut pas le sous-estimer du tout. Mais il dit les choses et il les fait. Il ne faut pas penser que Donald Trump va nous faire un cadeau. Bon, ben finalement, les Européens ont été tellement gentils, ils se sont tellement couchés qu'on va leur donner quelques miettes. Allez, un petit coup sur les spiritueux, un petit coup sur les vins. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi avons-nous eu des exonérations ? Mais uniquement parce qu'on a eu des exonérations. Il y a quelques secteurs, et je vais vous les lister à l'antenne dans quelques instants, si vous le permettez. Mais parce que ce sont des produits absolument clés pour les États-Unis. On a des exonérations sur les matériels aéronautiques sensibles. Ben oui, parce qu'ils dépendent de nous, les Américains, pour beaucoup des matériels aéronautiques. Donc il dit, je vais quand même pas mettre des droits de douane sur des éléments qui sont indispensables. Mais à vous écouter, Thierry Breton, ce soir, on est perdant sur toute la ligne avec cet accord. Surtout, mais je vais continuer, si vous permettez, parce que c'est très important. Donc on a des exonérations, ben, évidemment, donc, dans ce cas-là, comme c'est vraiment critique, et que ce sont des éléments qu'on aurait pu utiliser pour faire des rapports de force. Non, on ne les a pas utilisés comme ont fait les Chinois avec la terre rare. Nous, on a dit, ouf, trop bien, là on a 0. Oui, parce qu'ils n'allaient pas se mettre 15% de droits de douane sur des éléments qui étaient critiques pour eux. Prenons maintenant les semi-conducteurs et les machines à semi-conducteurs. Les robots, vous savez, qui font les semi-conducteurs les plus performants. On est les leaders mondiaux, notamment avec ASML. Ah ben là, évidemment, sur ces éléments composants, ce sont des machines qui coûtent plusieurs centaines de millions de dollars. Ah ben non, là c'est exonéré de droits de douane. Formidable, dit-on en Europe. Évidemment, parce que si on n'en vend pas, ils font plus de semi-conducteurs aux États-Unis. Continuons avec la chimie critique. Ah non, c'est la chimie critique. Ensuite, avec les génériques. Ah ben non, les génériques, on en a besoin parce que sans ça, les Américains peuvent plus. Donc on a tous cédé finalement. Non, on n'a pas cédé là. On revendique comme des triomphes le fait qu'on a eu quelques secteurs importants où on a 0 droit de douane. Et pourquoi a-t-on 0 droit de douane ? Parce qu'on est précisément en situation de rapport de force et qu'ils en ont tellement besoin qu'ils ne vont pas en plus se taxer eux-mêmes. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas utilisé ce rapport de force. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un besoin vital de notre cognac, de notre armagnac ou de notre Bordeaux ? Sans doute pas vital. Donc aujourd'hui, ils ne figurent pas sur la liste. Est-ce que finalement, parce qu'il y aura des discussions, des amitiés, ça fonctionne aussi comme ça, vous savez, dans la sphère aujourd'hui, donc à la Maison-Blanche, qu'à la fin, on obtiendra un petit lot de consolation. Peut-être, il faut se battre évidemment, parce que derrière, on le dit comme ça de façon un peu légère ce soir, mais ce sont des centaines de milliers d'emplois dont il est question derrière. Donc c'est extrêmement grave et sérieux. Et c'est pour ça que voyez-vous attendez juste un instant, Thierry Breton, parce que si je vois la réaction ce soir, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui elle dit c'est pas terminé. Pareil pour Laurent Saint-Martin, le ministre délégué au commerce extérieur, qui dit l'histoire n'est pas finie. Donc il y a aussi une volonté derrière des autorités européennes. L'histoire n'est jamais terminée. Bien sûr, mais je vous dis, j'essaye peut-être ensemble ce soir de décrypter la situation telle qu'elle est. Elle n'est jamais terminée, mais tout a un prix. Donc si jamais, et je pense, je vous l'ai dit, je vous le redis, il faut évidemment continuer. J'essaie de vous dire pourquoi aujourd'hui ça ne figure pas dans ces secteurs qui ne sont pas évidemment des secteurs stratégiques pour les États-Unis, donc il applique le même droit de douane. Est-ce que derrière, il y aura des amitiés, des connivences, que sais-je, qui feront qu'on aura une ristourne passer de 15 à 10 ou à 5, peut-être, il faut se battre. Est-ce que finalement il va utiliser ça en monnaie d'échange contre autre chose ? Il ne faut jamais l'oublier, peut-être. L'histoire n'est donc pas terminée. Mais comme tout se négocie, et qu'on est un peu quand même dans la négociation à la soviétique de la grande époque, ce qui m'appartient, ce qui t'appartient est négociable. Ben finalement, on vit un peu ça, quand même, il faut le dire, aujourd'hui, nous, Européens, du côté américain, il faut quand même le reconnaître. Donc oui, plus on sera fort à nouveau, et je tiens vraiment à le redire, c'est vraiment pour nous, je dirais, la vraie sonnette d'alarme. Bien sûr que derrière, il y a toute, je dirais, notre posture depuis la Seconde Guerre mondiale, où on a été beaucoup trop laxiste, et c'est ce qu'on appelait les dividendes de la paix, bien sûr, notamment après la chute du mur de Berlin. Il est temps de se ressaisir, de reprendre notre destin en matière de défense en main.
C'est une urgence absolue. C'est le seul élément qui pourra précisément nous faire flancher tous ceux qui aujourd'hui, pardon de le dire, mais se servent un peu de l'Europe à son corps défendant. Un retour en arrière, donc vous dites, selon vous, est possible. C'est aussi la difficulté de cette guerre commerciale. C'est l'imprévisibilité du président américain et c'est peut-être ce qui est le plus problématique. J'aimerais qu'on écoute ensemble la réaction d'une viticultrice de Gironde qui pointe justement cette imprévisibilité du président américain. Le problème principal, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que un jour est à 10%, le lendemain 25%. Donc c'est très compliqué de construire quelque chose et d'être stable. Donc aujourd'hui, ce que nous, viticulteurs, nous souhaitons, c'est d'avoir des règles qui ne bougent pas. Or, avec le président Trump, pour l'instant, c'est quand même compliqué. Voilà, ce qu'elle dit, c'est que c'est compliqué d'y voir clair avec un maître du jeu qui est complètement imprévisible. Merci de mettre cette séquence vidéo et l'expression de cette dame qui évidemment est au bout de la chaîne et qui est celle avec toutes celles et tous ceux qui travaillent comme elle dans le secteur, qui vont souffrir, qui vont avoir à payer de cela. Et c'est la raison pour laquelle... Je me permets juste de faire une précision, parce qu'on a coupé son interview qui était beaucoup plus longue. Elle dit, c'est pas en soi 15%, je survivrai à ces 15% de droits de douane, j'ai pas que les Américains comme clients. Mais par contre, ce qui est extrêmement difficile de vivre, c'est qu'aujourd'hui c'est 15%, demain on ne sait pas si ce sera 20, si ce sera 30, et c'est exactement et on là ne où peut je voulais pas en faire venir. business dans ces C'est conditions. exactement là où je voulais en venir. Donald Trump pratique précisément, on l'a vu, je dirais, cette insécurité, cette instabilité, et finalement lorsqu'il vous offre une stabilité qui, et je le redis ce soir à votre antenne, dans son esprit ne sera toujours que temporaire, parce qu'on ne peut plus désormais avoir une garantie de ce qui a été signé sera appliqué ad vitam aeternam. Mais en tout cas, donc, il va vendre cette pseudo-stabilité pour précisément celles et ceux qui en ont besoin. Mais encore une fois, pour nous, ça veut donc dire qu'il faut se mettre en situation de pouvoir exercer des contreparties. Il y a un sujet, par exemple, dont on ne parle plus assez. Nous achetons beaucoup de services aux États-Unis. Et autant les États-Unis nous achetaient beaucoup de produits, on voit que maintenant on en paye le prix. Sur les services, c'est l'inverse. Eh bien oui, pourquoi est-ce que, pour permettre aux États-Unis de continuer à nous offrir ces services, on n'envisagerait pas également des droits de douane particuliers ? Pourquoi est-ce qu'on oublie ça? Ça a été du reste une proposition qui a été sur proposée par Gabriel Attal. Et il a raison de le faire. Ça avait été mis sur la table d'ailleurs. Ça a été mis sur la table. Oui, mais bien sûr, on pense que quand on met ça sur la table, ça va être repoussé. On ne met pas ça sur la table en disant tiens, on vous fait une proposition. On va la repousser, c'est pas dans leur intérêt. Mais encore une fois, comment font les Chinois? Mais les Chinois, pourquoi est-ce qu'ils obtiennent en permanence des rallonges et des rallonges et des rallonges? Parce qu'on crée derrière des rapports de force. Et ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est ça? on ne s'est plus mis en situation de créer ces rapports de force qui correspondent à la puissance que nous sommes et que nous représentons. Enfin, si on s'est mis à 27, c'est quand même pour avoir un meilleur accord que le Canada, non? Ou que le Mexique. Je vous trouve, Thierry Breton, extrêmement critique ce soir envers l'Union européenne, envers les dirigeants qui ont mené ces négociations. C'est nous tous collectifs? Non, parce que les dirigeants, encore une fois, vous savez, si c'était que les dirigeants, je pense que c'est globalement nous tous, qui ne sommes plus assez dans cette dynamique-là. Et je le dis, encore une fois, on jette la pierre à personne. C'est nous tous collectivement qui devons réagir pour vraiment prendre conscience. Et peut-être que ce que vous ressentez, ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'il y a un tournant désormais et que l'Europe est seule. L'Europe est seule face à son destin. Voilà ce qu'il faut que nous comprenions et qu'on commence à en tirer les conclusions. Et je trouve personnellement qu'on n'a pas encore commencé à en tirer les conclusions. Et les séquences dont nous venons de parler au cours de notre entretien ce soir le démontrent l'une après l'autre. Merci Thierry Breton pour votre analyse très grave, je trouve, de la situation. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.